de famille. Nous vivons séparés. La reine joue son rôle à la perfection. Et elle supporte la situation. Telles furent les paroles du roi Juan Carlos. Des mots qui révélèrent ce que beaucoup n'avaient fait que deviner à propos de son mariage avec la reine Sofia. Pendant plus de 60 ans, elle est restée silencieuse, endurant trahison après trahison, tout en maintenant l'image d'unité pour l'Espagne. Des innombrables liaisons aux années passées sous des toits séparés, la reine Sofia a tous supporté en silence. Mais aujourd'hui, à 86 ans, elle a finalement reconnu la vérité que beaucoup soupçonnaient depuis toujours. Dans cette vidéo, nous vous emmènerons au cœur de sa confession, ce qu'elle révèle sur sa vie derrière les murs du palais et comment cela bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur la famille royale espagnole. Restez avec nous. Vous ne voudrez pas manquer ça, une union royale, dans la lumière scintillante des îles grecques, en 1954, le destin préparait discrètement la scène pour l'un des mariages royaux les plus crutés d'Europe. À bord du SS Agamemnon, une croisière organisée par la reine Frédérica de Grèce pour promouvoir le tourisme et encourager des alliances entre jeunes têtes. Tête sans être couronnée, la princesse Sofia de Grèce et de Danemark rencontra un jeune prince espagnol exilé, Juan Carlos. Il n'était prince des Asturies que de nom, fils d'une dynastie déchue, un homme sans trône, mais chargé de lourdes attentes. À ce moment-là, personne n'aurait pu imaginer que leur lien façonnerait l'avenir de l'Espagne, ni la douleur personnelle qui s'ensuivrait. Leurs chemins se croisèrent à nouveau, en 1961, lors du mariage du prince Edward, duc de Kent et de Catherine Worsley. Cette fois, l'étincelle fut réelle. 3 mois plus tard, leurs fiançailles furent annoncées dans la maison de la grand-mère de Juan Carlos à Lausanne. Toujours aussi décontracté, Juan Carlos lança la boîte de la bague de fiançailles à Sofia en disant « Sophie, attrape !» La bague elle-même était pleine de symboles, confectionnés à partir de pièces de monnaie grecques, antiques fondues, un hommage aux origines de Sofia. Pourtant, cette alliance royale était loin d'être simple. La position incertaine de Juan Carlos, héritier d'un trône qui n'existait plus, suscita la controverse. Pour beaucoup en Espagne, ces fiançailles avec une princesse issue d'une famille régnante ranimèrent l'espoir d'une restauration des Bourbons après la dictature franquiste. Pour d'autres, notamment en Grèce, elle soulevait des questions épineuses. Pourquoi la princesse Sofia, née dans une maison régnante, devrait-elle lier son avenir à un homme sans royaume? Les obstacles n'étaient pas seulement politiques, la religion pesait lourd dans cette union. Sofia, fidèle orthodoxe grecque, fut pressée de se convertir au catholicisme. Une concession douloureuse qui l'obligea à renoncer à ses droits sur le trône grec. Le pape Jean XXIII autorisa 2 cérémonies religieuses, une messe catholique à la basilique cathédrale Saint-Denis et une cérémonie orthodoxe à la cathédrale métropolitaine d'Athènes. Mais le régime franquiste, toujours aussi contrôleur, interdit aux médias espagnols de couvrir le rite orthodoxe. Même en pleine célébration, l'ombre de la politique assombrissait la journée. 20 ans ensuite, le débat sur la dot, une tempête qui secoua la Grèce. Le Parlement hellénique approuva une dot exonérée d'impôt de 300 000 $ pour Sofia, provoquant un tollé. Les partis d'opposition qualifiaient cette pratique de anachronique et barbare. Ses parents durent vendre des terres pour contribuer à la financer. Un prix amer pour ce qui aurait dû être une occasion joyeuse. Le 14 mai 1962, Sofia et Juan Carlos se mariaient lors de cérémonies riches en faste. Sofia, rayonnante dans une robe en lamé argent et blanc avec une traîne de 5 mètres signée Jean Dessay, portait un voile en dentelle belge transmis par sa mère. Sa tiare en diamant était un cadeau du Kaiser Guillaume, 2 à sa fille,
la grand-mère de Sofia, Juan Carlos, resplendissant dans son uniforme de l'armée espagnole, arborait un signe de l'ordre de la Toison d'Or et celui de l'ordre de Charles III. Mais sous tout ce faste régnait la tension. Franco veilla à ce que la couverture médiatique du mariage efface toute mention du comte de Barcelone, le père de Juan Carlos, avec lequel il était en conflit. Le mariage devint un pion de plus dans le chemin tortu de l'Espagne vers le retour de la monarchie. Quand Sofia et Juan Carlos revinrent de leur lune de miel éclair à travers l'Europe, l'Asie et les États-Unis, où ils rencontrèrent le président John F. Kennedy, ils entamèrent une vie au palais de la Zarzuela, leur résidence pendant près de 6 décennies. Une cage dorée où le devoir prenait souvent le pas sur le bonheur. Pendant des années, ils affichèrent un front uni. Ensemble, ils guidèrent l'Espagne dans sa transition agitée vers la démocratie après la mort de Franco en 1975. Juan Carlos devint roi, Sofia, reine consort. Sa grâce et sa discrétion suscitèrent l'admiration, tout comme son engagement infatigable dans l'action caritative. Elle fut, à tout point de vue, la partenaire royale parfaite, loyale, digne, silencieuse, face aux sacrifices personnels. Ses pertes personnelles se creusèrent au fil du temps. La monarchie grecque fut abolie en 1973, rompant les derniers liens de Sofia avec son pays natal. Le coup d'État militaire de 1967 força sa famille à l'exil, et elle ne retourna en Grèce qu'en 1948. Même le lien avec sa patrie fut rompu, victime collatérale de la politique et de l'histoire. Pourtant, à travers tout cela, Sofia supporta sa douleur avec une force remarquable. Elle se concentra sur ses enfants, Elena, Cristina et Philippe, et sur ses causes solidaires. En tant que reine consort, puis reine-mère, elle continue à défendre l'éducation, les droits des personnes handicapées et la lutte contre les addictions. Le peuple espagnol la respecta pour sa force, même si peu connaissaient le véritable prix de son dévouement. La double vie du roi déchu d'Espagne. Juan Carlos, premier d'Espagne, fut autrefois un roi porteur d'espoir, un monarque qui guida une nation blessée hors des ténèbres de la dictature vers la lumière de la démocratie. Mais derrière cette image éclatante, derrière les parades solennelles, les portraits officiels, les poignées de main avec les dirigeants du monde, se cachait un univers secret. Un univers de tromperie, de séduction et de scandale. Un univers où le roi, doté de pouvoir et de privilèges, se livrait à ses désirs sans limite. Pendant des décennies, les aventures adultères de Juan Carlos faisaient l'objet de rumeurs chuchotées dans les cercles d'élite madrilène. La presse espagnole, tenue par un pacte tacite de déférence, détournait le regard. Mais lorsque les murs du secret se sont effondrés, la vérité qui a émergé a été stupéfiante, même pour ceux qui pensaient déjà connaître l'ampleur des excès royaux. Juan Carlos n'était pas seulement un homme infidèle. Il était, comme l'a déclaré Amadeo Martinez Anglaise, ex-colonel de l'armée devenu critique de la monarchie, un accro au sexe, un prédateur sexuel. Martinez affirmait que la liste des amantes du roi ne se comptait pas par dizaines, ni même par centaines, mais par milliers. 5000, avançait-il, citant des sources des services de renseignement et des informateurs du palais. Il ne s'agissait pas de liaisons passagères. Ce furent des relations mêlées à la politique, à l'argent et à l'influence. Des femmes de tous horizons ont traversé le monde secret du roi, des actrices et des mannequins aux aristocrates, journalistes et femmes d'affaires. Parmi ces nombreuses aventures, l'une des plus célèbres fut celle avec Barbara Ray, actrice, vedette de la télévision et ancienne Miss Espagne. Leur liaison qui aurait commencé dans les années 1970 durera des décennies. Un enchevêtrement prolongé qui ne se termina pas dans le silence et les regrets, mais dans une tempête de chantage et d'intrigue.
Selon des révélations choquantes, Ray aurait secrètement enregistré ses rencontres intimes avec le roi, accumulant des preuves servant de moyen de pression. Et, dans un rebondissement qui horrifia le pays des années plus tard, son fils, Angel Cristo, affirma qu'enfant, à seulement 13 ans, il avait été manipulé pour aider sa mère. Il raconta avoir été entraîné à se cacher derrière des clôtures, appareil photo à la main, pour capturer des images de sa mère séduisant le monarque espagnol. Des images qui, dit-on, servirent de base à un chantage au long cours. Pendant des années, les services secrets espagnols versèrent de l'argent à Barbara Ray pour étouffer l'affaire, désespérés de la garder secrète. Ces paiements, qui auraient totalisé plusieurs millions d'euros, furent remis dans des sacs de sport et des mallettes déguisées en opérations de sécurité nationale. Ce qui n'était à l'origine qu'une faute personnelle sordide devint une affaire d'État, puisque des fonds publics furent employés pour protéger l'image d'un roi, dont la vie privée échappait à tout contrôle. Mais Barbara Ray était loin d'être la seule. L'appétit de Juan Carlos pour les aventures extraconjugales était légendaire. Ses liaisons atteignaient les plus hauts cercles de la société européenne, des comtesses italiennes, des actrices françaises, la noblesse espagnole. Le roi parcourait les cours d'Europe avec charme et charisme, semant des cœurs brisés et des scandales chuchotés sur son passage. Un biographe affirma qu'au cours d'une seule période de 6 mois, le roi avait eu des relations sexuelles avec pas moins de 62 femmes, un chiffre stupéfiant qui illustrait l'imprudence devenue la marque de son règne en coulisses. Les noms liés à Juan Carlos ressemblaient à un véritable annuaire du glamour et de la controverse. Il y eut Marta Gaya, mondaine et décoratrice d'intérieur, avec laquelle Juan Carlos aurait entretenu une longue relation. Elle fut couverte de cadeaux somptueux et, selon certains rapports, reçut même des versements issus de comptes secrets de la royauté. Leur relation n'était pas une passion éphémère, mais un lien soutenu qui dura des années. Un lien que le palais tenta un temps de cacher. Il y eut Keka Campiglio, une photographe qui raconta avoir eu des rendez-vous furtifs avec le roi à l'arrière d'un van discrètement garé près du palais de la Zarzuela. Ce van, disait-elle, était devenu leur refuge secret, symbole de l'extrême prudence du roi, pour assouvir ses désirs hors du regard du public. Et puis, il y eut Sandra Mozarovsky, une actrice de 18 ans dont la mort tragique et suspecte continue d'assombrir l'héritage du roi. Elle tomba, ou fut poussée, de son balcon en 1927, à une époque où circulaient des rumeurs sur une liaison clandestine avec le monarque. Sa mort fut classée comme un accident, mais à ce jour, beaucoup pensent qu'elle fut la fin tragique d'une jeune femme piégée dans l'orbite dangereuse du pouvoir royal. Corinna Zusein-Wittgenstein, née Corinna Larsen, n'était pas une compagne ordinaire pour Juan Carlos Trujillo. Polyglotte, parfaitement introduite dans les cercles élitistes européens, Corinna incarnait un mélange saisissant de charme, d'intelligence et d'ambition. Elle rencontra Juan Carlos en 2004 lors d'une chasse en Espagne, où leur passion commune pour le sport et l'aventure les rapprocha rapidement, évoluant vers une relation longue et profonde. Contrairement à beaucoup de ces liaisons passées, il ne s'agissait pas d'une simple passion cachée. Corinna devint une présence constante, perçue par des diplomates, des chefs d'entreprise et des membres des maisons royales d'Europe, comme une personne disposant d'une influence directe sur le roi. Juan Carlos la combla de cadeaux extraordinaires. Selon certaines sources, il lui aurait transféré des millions d'euros, offert des appartements de luxe dans les meilleurs quartiers européens, ainsi que des pièces de joaillerie rares. L'une des révélations les plus choquantes éclata des années plus tard, lorsqu'il fut rapporté que Juan Carlos avait transféré environ 65 millions d'euros à Corinna, en 2012, depuis un compte lié à des fonds reçus d'Arabie Saoudite.
une somme présentée comme un cadeau. Cette transaction devint l'un des points centraux d'enquête sur le blanchiment d'argent et les malversations financières impliquant l'ancien roi. Leur relation brouillait la frontière entre passion privée et devoir public. Corina agissait parfois comme une émissaire officieuse, accompagnant Juan Carlos lors de voyages officiels et rencontrant des chefs d'État. Elle participa à des missions visant à obtenir des contrats pour des entreprises espagnoles, ce qui fit lever des sourcils parmi les responsables politiques qui questionnaient son rôle et son influence. Tout s'effondra de façon spectaculaire avec le voyage au Botswana en 2012, alors que l'Espagne traversait l'une des pires crises économiques de son histoire récente. Le chômage dépassant 25%, le chômage des jeunes atteignant des niveaux catastrophiques et des milliers de familles perdant leur logement, la presse révéla que le roi s'était offert un luxueux safari de chasse à l'éléphant, organisé et financé par l'homme d'affaires saoudien Mohamed Eyad Kayali. Corina était à ses côtés. Le coût du voyage, environ 46 000 $, et l'image de Juan Carlos souriant à côté d'un éléphant abattu déclenchèrent d'une fureur nationale. Ajoutant à l'indignation, il y avait le secret. Le voyage avait été tenu caché au gouvernement et au public. Il ne fut révélé que parce que Juan Carlos fit une chute pendant la chasse, se fractura la hanche et dut être rapatrié d'urgence en Espagne pour être opéré. Cet incident brisa l'image soigneusement entretenue du roi en leader désintéressé et protecteur de la démocratie espagnole. Sa fameuse défense de la Constitution lors de la tentative de coup d'État militaire de 1941 fut éclipsée par la perception d'un monarque coupé de la souffrance de son peuple. À la suite du fiasco du Botswana, Juan Carlos présenta des excuses publiques. « Je suis profondément désolé. J'ai commis une erreur. Cela ne se reproduira pas. » Mais il était trop tard. Les dégâts étaient faits. Corina, désormais hors de l'ombre, devint une figure centrale de l'effondrement du roi. Elle accusa plus tard Juan Carlos de harcèlement et d'intimidation, affirmant qu'après la détérioration de leur relation, il avait tenté de récupérer les sommes considérables qu'il lui avait offertes, lançant une campagne qui la laissa craindre pour sa sécurité. Des millions auraient été détournés pour faire taire des amantes. Des fonds secrets circulaient via des comptes suisses. Des cadeaux étaient offerts, des faveurs accordées, parfois avec de l'argent public ou en exploitant des connexions royales. Une révélation explosive apparut dans un livre affirmant que Juan Carlos avait eu une fille cachée, Alejandra, à la fin des années 766 ou au début des années 880, autre conséquence de ses désirs incontrôlés. Alejandra, fruit d'une liaison avec une membre de l'aristocratie espagnole, fut tenue secrète. Des personnes proches du palais chuchotaient à propos des risques que Philippe, l'héritier, puisse un jour la rencontrer et tomber amoureux de sa demi-sœur sans le savoir. La chute de Juan Carlos fut rapide une fois la vérité révélée. En 2014, au milieu des scandales grandissants et d'une santé déclinante, il abdiqua en faveur de son fils, le roi Philippe VI. Mais l'exil suivit. En 2020, assiégé par des enquêtes pour corruption et rejeté par le palais, Juan Carlos s'enfuit à Abu Dhabi. Là-bas, dans un exil doré mais solitaire, il vit aujourd'hui, éloigné de Sofia, coupé de l'institution qu'il avait autrefois sauvée, hanté par les ruines de ses choix. Corina, qui n'est plus une partenaire silencieuse, l'a poursuivi en justice, l'accusant de harcèlement et d'intimidation lorsque le roi tenta de récupérer les millions qu'il lui avait offerts. Son héritage, autrefois défini par le courage et le leadership, est désormais éclipsé par la longue ombre de l'adultère, de la trahison et de la disgrâce. Il ne reste que le souvenir d'un homme qui aurait pu être le plus grand roi d'Espagne, mais ce qui a laissé le désir, la vanité et l'excès
le réduire à un avertissement pour la postérité. La reine vit comme une nonne depuis 35 ans. Pendant des décennies, la reine Sofia d'Espagne a mené une vie marquée non pas par la joie étincelante des privilèges royaux, mais par la souffrance silencieuse, la dignité et le sacrifice. Beaucoup l'ont décrite comme la femme la plus seule d'Espagne. Et rares sont ceux qui contesteraient cette affirmation. Lorsque Juan Carlos tomba amoureux non pas d'elle, mais de la couronne du pays, et trop souvent d'autres femmes, Sofia choisit la loyauté, non pas envers l'homme qui l'humiliait à répétition, mais envers l'Espagne, ses enfants et le rôle qu'elle avait juré d'honorer. Le symbole le plus puissant de cette loyauté se manifesta lors de l'un des moments les plus sombres de leur vie commune. En 2012, lorsque Juan Carlos se retrouva alité à l'hôpital après s'être blessé lors d'un voyage de chasse de luxe secret au Botswana, accompagné non pas de son épouse, mais de sa maîtresse Corinna Zussen-Wittgenstein, Sofia attendit 3 longs jours avant de lui rendre visite. Ce silence, plus que n'importe quel discours, exprimait toute la profondeur de son angoisse muette. La presse spécula, la nation chuchota, mais Sofia resta digne, offrant au monde l'image d'une reine qui souffrait en silence, plutôt que d'exposer la couronne au scandale. Son humiliation n'était pas nouvelle. Pendant des années, Sofia endurera, en sachant que les trahisons de son mari étaient un secret de polichinelle. Dès les premiers jours de leur mariage, Juan Carlos ne la considéra pas comme une partenaire aimée, mais comme une consort commode, une épouse choisie sous l'œil attentif de Franco pour consolider des alliances politiques, et non pour partager une vie d'intimité et d'affection. Juan Carlos lui-même avouerait plus tard à des amis et à des amantes. « Nous n'avons pas de vie de famille, nous vivons séparés. » La reine joue son rôle à la perfection, et elle supporte la situation. Et c'est ce qu'elle fait. Le couple royal partageait des obligations officielles, mais pas un foyer, pas un lit, pas un lien amoureux. Après que la reine Sofia eut découvert Juan Carlos avec l'actrice et chanteuse Sarah Montiel dans les années 1970, alors qu'elle était en vacances en Inde avec leurs enfants, elle revint, non pas pour le confronter, mais pour s'installer discrètement dans une autre chambre, une autre vie. À partir de ce moment, elle choisit la voie de la martyre d'Ignès, décidée à ce que sa douleur personnelle ne ternisse jamais l'image de la couronne espagnole. Sa vie devint un modèle d'endurance silencieuse. Elle éleva ses enfants, l'infante Elena, l'infante Cristina et le futur roi Philippe VI, en grande partie seule. Tandis que Juan Carlos était absent, absorbé par ses propres activités, Sofia leur enseigna le protocole royal, la diplomatie et les valeurs du service. Elle se consacra à la charité, aux plus vulnérables d'Espagne, à représenter la couronne, avec une dignité irréprochable, même lorsque son univers personnel s'effondrait. Et pourtant, même auprès du peuple espagnol, elle resta une étrangère, respectée, certes, mais jamais pleinement adoptée. Elle était la reine étrangère, la princesse grecque qui avait franchi les frontières par amour, pour se retrouver étrangère dans son propre mariage, dans son propre palais. La souffrance de Sofia ne venait pas d'un manque de force. Elle aurait pu se rebeller. Elle aurait pu exposer les trahisons du roi. Mais elle choisit, encore et encore, la voie la plus difficile. Rester, protéger l'institution monarchique, sacrifier son bonheur personnel pour la stabilité de l'Espagne. Et à mesure que les excès de Juan Carlos grandissaient, de ses aventures à ses scandales, de corruption, Sofia demeura le dernier symbole d'intégrité au sein de la famille royale. Quand la chute du roi arriva, lorsqu'il signa l'acte d'abdication en 2014, ce fut le visage de Sofia qui trahit la profondeur de leur union tragique. À ce moment-là, pour la première et la dernière fois peut-être, elle permit au monde d'entrevoir la tristesse qui se cachait depuis si longtemps derrière son sourire royal. En exil, Juan Carlos vit désormais loin de l'Espagne,
loin de la femme qu'il avait si souvent blessée. Ils ne se croisent que lors des occasions officielles, maintenant l'apparence d'une unité qui avait autrefois défini leur mariage. Mais, en vérité, ce sont des étrangers. Deux vies depuis longtemps, séparées par la trahison, unies seulement par l'histoire et le devoir. À 86 ans, la reine Sofia a finalement confirmé ce que tant de gens soupçonnaient depuis des années. Une vie marquée par le devoir, la solitude et l'acceptation silencieuse des épreuves derrière les murs du palais. Mais qu'en pensez-vous? Le choix de la reine Sofia de rester silencieuse et loyale toutes ces années était-il un acte de force ou un sacrifice qui lui a coûté trop cher? Faites-nous part de vos réflexions en commentaire. Et si vous voulez découvrir encore plus d'histoires vraies sur la vie des royaux, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner.